depuis le début de l'année, on a parlé audit et financement, vous voyez, en début d'année. On a parlé retour d'expérience en juin. Et puis, on a parlé data et pilotage en septembre. Et puis, aujourd'hui, on parle ENR. Alors, c'est vrai que quand il y a un an, on avait lancé le sujet ENR. On ne savait pas trop ce qu'il allait y avoir dedans. Mais là, aujourd'hui, on a une idée précise de ce qu'il va y avoir dedans. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui autour de cette salle. On va faire un premier tour de table de présentation. On est nombreux parce que vous avez voulu, pour certains, oui, on a rajouté des chaises, vous avez voulu pour certains prendre la parole à deux, et on le comprend, pour avoir un propos plus complet. Et donc je vous propose de faire un petit tour de table de présentation rapide. Allez, je vous laisse commencer, Julien. Bonjour à toutes et tous. Julien Gallienne, directeur transition énergétique et innovation au CIGEF, syndicat d'énergie. Bonjour à tous. Pour ma part, Valentine Gucci, je suis chef de projet chaleur renouvelable et planification énergétique au CIGEF également. Bonjour à tous et toutes. Alexandre Fouqueran, donc je suis ingénieur efficacité énergétique chez GRDF et j'accompagne et j'anime les bureaux d'études en Île-de-France. Donc Maud Wiesner, GRDF également. Je suis ingénieur d'affaires sur la partie tertiaire et j'occupe tout le secteur Île-de-France. Bonjour à tous, moi je suis François Darcy, je travaille pour Sonepar France et je suis catégorie manager sur le photovoltaïque et l'IRVE, l'e-mobility, dont vous avez parlé tout à l'heure. Madeleine Neuve-Église, chargée de projet aménagement et construction durable à l'Agence régionale énergie-climat au sein de l'Institut Paris Région. Bonjour, Éric Trévoisan, directeur des relations interprofessionnelles au sein du groupe IDEX et président du syndicat FEDEN Efficacité énergétique. Voilà, donc on a un beau plateau. Alors on avait dit peut-être Madeleine qu'on commencerait par un petit rappel sur le cadre du renouvelable versus le non renouvelable, en tout cas faire un petit tour d'horizon pour commencer cette conférence et cadrer les choses. Oui, donc ce qui était important, c'était de rappeler que le décret tertiaire cherche à réduire les consommations énergétiques aussi bien de sources renouvelables que non renouvelables. Le but étant effectivement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, c'est un élément du reste des dispositifs. C'est un élément pour lequel le développement des énergies renouvelables va venir compléter de façon importante et notamment aller plus loin avec la chaleur et le froid renouvelable. Mais il y a aussi quelque chose qui de plus en plus va prendre de la place, donc c'est le contexte du changement climatique et qui vient croiser le décret avec des mesures adaptatives et on voit que les travaux de rénovation énergétique sont impactés par ces décisions à prendre en même temps si possible. Ça, c'est une partie. C'est quel type de décision alors qu'il faut prendre en même temps sur l'adaptation climatique Par exemple, le gouvernement est en train de réfléchir sur le fait de faire des toitures réflectives et de quelle manière ça peut être une obligation ou pas et pour quel type de bâtiment. À partir du moment où tu vas aller réisoler les toits terrasses ou la toiture ou bien faire toutes les actions de rénovation sur la toiture par rapport à l'énergie, autant se poser la question en même temps et faire les opérations en même temps. C'est un petit exemple, mais c'est un exemple. Les principes sont les mêmes que ceux pour les énergies renouvelables que pour les énergies non renouvelables, donc puisque principe de sobriété en priorité, principe de solutions naturelles, passives, low-tech en priorité et ensuite de prendre en compte aussi l'empreinte environnementale des choix. L'efficacité énergétique, comme on l'a vu dans une précédente conférence, avec le pilotage et le choix des équipements. Oui, justement, ça vient heurter, Madeleine, je vois, il y a plein de notes que tu as prises, mais le low-tech, ça vient heurter l'aspect pilotage. C'est-à-dire que... Non, on a vu qu'on pouvait... le low-tech, c'est pas, comme on dit, retourner à l'âge de pierre, c'est simplement dans ces décisions, prendre des décisions les plus pertinentes et le plus
le plus possible recourir à des solutions qui ne sont pas forcément hyper technologiques et hyper dévoratrices, à nouveau, d'énergie notamment. Donc c'est plutôt de mettre tout à plat et de bien choisir en toute transparence. C'est plutôt ça. Et donc c'était pas si tant que ça télescopé, même si c'est une autre position. Oui, sans faire de lutte de paroisse, Voilà, mais donc effectivement, on peut avoir effectivement des choses qui sont avec de la technologie, et pour autant, quand on a des arbitrages, faire des choix aussi low-tech. Oui, puis des choix adaptés vraiment à la situation. C'est-à-dire, parfois, on se suréquipe sans raison. Parfois, on a quelque chose d'extrêmement fin et d'extrêmement sophistiqué et on ne sait pas l'utiliser. Donc, voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Voilà, donc cette synergie avec les occupants et les gestionnaires, elle est quand même centrale. Dans le cadre du décret tertiaire et par rapport aux énergies renouvelables, on a un recours aux ENR qui est conseillé. Donc en gros, la formulation, c'est le décret indique que lors de travaux de rénovation, le changement de type d'énergie ne doit pas dégrader le niveau des émissions de GES. Donc c'est de cette manière-là qu'on entre sur le chapitre énergie renouvelable. C'est assez vaste. Enfin, on a aussi un élément, des précisions dans les comptages, etc., et sur l'autoconsommation individuelle qui n'est pas prise en compte dans la somme des consommations. Donc c'est assez ténu. Ah oui, alors ça c'est un sujet hyper Voilà, important là qu'on sujet. ne le passe pas trop rapidement. Je vois, s'il y en a un qui veut apporter un élément complémentaire, peut-être, je ne sais pas pour vous, Julien ou François, il y en a un qui veut apporter un élément complémentaire sur l'autoconsommation. Oui, non, l'autoconsommation, ça veut dire produire son énergie localement dans le bâtiment. Et les ENR, ou en particulier le photovoltaïque, parce qu'on verra, c'est surtout à celle-là que ça s'applique, ça permet de produire une partie très significative de la consommation et donc de faire baisser de facto les consommations qui vont être mesurées, puisque on ne va pas tirer sur le réseau, on va consommer localement. Et tout l'enjeu en fait des ENR, c'est de maximiser le taux d'autoconsommation, donc de produire une partie sur place, mais aussi de conseiller les utilisateurs sur comment décaler leur consommation, comment stocker sur place éventuellement, pour minimiser ces soutirages du réseau. Ouais. Question subsidiaire, il y a de l'autoconsommation qu'on peut consommer, disons, il y a de la production d'ENR qu'on peut autoconsommer, et puis il y a de la production d'ENR qu'on ne peut pas autoconsommer. Tout ce qui vient en surplus, c'est-à-dire ce qu'on produit en trop, on le réinjecte sur le réseau, ouais. Et tout ce qu'on produit en pas assez, on vient le tirer sur le réseau. Ouais. Et le réseau reste indispensable pour équilibrer les consommations des productions. Ouais. Donc l'autoconsommation, en tout cas sur le calcul dans le cadre du décret tertiaire, ça vient en déduction des objectifs à réaliser. En tout cas, c'est des consommations mesurées que vous n'aurez pas au compteur, puisque vous ne soutirerez plus au réseau, et comme ce qui est fait foi, c'est la consommation au compteur. C'est la consommation sur le réseau, ouais. Donc du coup, c'est tout gagnant pour la personne qui autoconsomme. Ouais. Pardon Madeleine pour cette petite aparté, mais ça valait le mérite d'aller au bout du... C'est très bien, mais il y aura d'autres choses, je pense, qui vont être développées par les uns et par les autres. Je voulais juste faire le lien entre le décret tertiaire et la loi relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables, qui date de mars 2023, avec des obligations de solariser les parcs de stationnement extérieur avec de l'emprise plus grande que 1500 m². Il ne faut pas que je me trompe dans les chiffres. Et puis aussi c'est-à-dire, ça c'est hyper important. Il ne faut pas passer trop vite là-dessus. C'est plus de 1500 m². Quand j'ai des ombrières, c'est ça? Si on a quand j'ai un parking de plus de 1500 m², je dois installer des ombrières. Des ombrières sur environ, je crois, c'est à peu près 50% de. Enfin, il y a des phases, mais 50% de l'emprise doit être occupée par des ombrières sur lesquelles supporte une production d'énergie renouvelable. Production d'énergie renouvelable qui peut me servir ou en autoconsommation, ou réinjecter dans le réseau, ou je sais qu'on parle des IRVE aussi, des infrastructures de recharge des véhicules électriques, de recharger les véhicules qui pourraient être sous les ombrières.
l'IRVE, c'est un des usages du bâtiment. Ouais. Mais du coup, ça va avoir une tendance à augmenter la consommation du bâtiment, mais vous pouvez effacer une partie de cette consommation avec la production photovoltaïque. Et la loi d'accélération des énergies renouvelables, elle va imposer la solarisation des parkings, mais aussi des bâtiments existants. Et les deux doivent se concevoir de pair. C'est-à-dire un propriétaire de bâtiment qui se pose la question de sa trajectoire de rénovation, il doit forcément prendre les deux contraintes ensemble pour planifier ses travaux et faire quelque chose de cohérent. Oui, et puis il a toujours aussi des choix, puisque c'est pour le bâtiment, c'est ou intégrer des procédés de production d'énergie renouvelable ou végétaliser. Donc il y a aussi cette question-là, et végétaliser avec des procédés d'arrosage vertueux. Ça, c'est dans la loi. Ça, c'est dans la loi relative à l'accélération des énergies renouvelables. Oui, donc on peut avoir ces deux enjeux. C'est-à-dire le décret tertiaire, c'est bien ça, ça fait partie du dispositif global actuel d'accélération, pas seulement sur les énergies renouvelables. Et je trouvais intéressant aussi de mettre en perspective aussi les futures réglementations qui vont continuer à s'accélérer elles aussi, et notamment sur les mesures adaptatives, puisqu'on va avoir la question notamment du rafraîchissement et de la climatisation qui pourraient être des consommations de pire en pire, et qui viendraient, si on n'en prend pas compte dans ces comptages et dans ces plans de rénovation, venir amoindrir les résultats, en plus de l'inconfort et des risques de santé. Voilà. François, oui, il y avait un petit commentaire. C'est juste. Ok. Merci Madeleine, on va y revenir là pour ce tour d'horizon. Là, je crois qu'on a à peu près cadré les choses sur l'aspect à la fois réglementaire et puis donner une vue un peu globale. On va rentrer dans le détail. Julien et Valentine, alors pour le CGIF, syndicat d'énergie d'Île-de-France. Exactement, syndicat de gaz et d'électricité en Île-de-France. Effectivement, nous, on a un syndicat intercommunal. On vous a mis une petite diapo pour vous présenter un peu notre syndicat. Effectivement, face à ces enjeux, on accompagne nos collectivités. Je vais l'avancer directement. Voilà. Il y a juste une diapo. Hein. On accompagne nos collectivités pour les accompagner dans leurs projets de transition énergétique, effectivement, coupler à la fois les enjeux autour de la maîtrise de la demande énergétique, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec les rénovations, et les enjeux du décret éco-énergie tertiaire, et puis la production d'énergie renouvelable. Notre emprise, elle est sur le territoire de France, sur 7 départements. On est présent sur 189 communes. Et donc, nos collectivités nous sollicitent au titre des concessions de gaz et d'électricité, où on a respectivement à peu près 10 000 km de réseau, ce qui est notre fondement d'accompagnement de ces communes, et qui se tournent vers nous pour leur patrimoine. Voilà, pour le public, il y en a certains qui sont connaisseurs, mais d'autres qui ne le sont pas. Finalement, sur les territoires sur lesquels vous opérez, vous êtes l'Enedis local, c'est ça? Alors nous, on est autorité concédante, Ouais. donc ça veut dire qu'on est propriétaire pour le compte des communes des réseaux gaz et électricité. Et ça. finalement, pour l'électricité, le réseau est exploité par Enedis, effectivement, et puis pour le gaz, par GRDF, qui est juste à côté, qui est notre concessionnaire pour le gaz. Donc effectivement, on est autorité concédante, ça veut dire qu'on contrôle sur les plans techniques et financiers l'exploitation des réseaux qui sont les patrimoines des collectivités. Ouais. Voilà, merci à vous pour cette précision. Voilà. Et puis on a donc sur la transition énergétique, pour nous, il est apparu au fil des années important depuis les années 2000 de pouvoir accompagner nos collectivités sur différents sujets. D'abord la rénovation énergétique. On a commencé par acheter du gaz ensemble, un groupement d'achat de gaz et de services d'efficacité énergétique. Et puis petit à petit, on les a accompagnés sur différents volets, notamment les ENR. Donc sur les ENR, on a à la fois le sujet des gaz renouvelables, de la chaleur renouvelable et du solaire. Et justement, sur la chaleur renouvelable, je vais laisser la parole à Valentine Gucci, qui est en charge du sujet dans notre équipe. Voilà, alors sur la chaleur renouvelable, effectivement, là c'est les réseaux de chaleur, hein, mais
mais pas que. Alors, c'est pas les réseaux de chaleur. Donc, Parce que je confonds avec ce matin, finalement. Là, je parlais de réseau de chaleur en copropriété ce matin, mais là, c'est pas tout à fait. Oui, alors ce qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est un dispositif spécifique qui est plutôt un dispositif qui a vocation à accompagner des projets dédiés à l'échelle d'un bâtiment ou de 3-4 bâtiments, donc en ce qu'on appelle plutôt des réseaux techniques. Donc c'est plutôt des projets de petite, moyenne taille. Et le dispositif en question, c'est le dispositif du contrat chaleur renouvelable, qui est un contrat qu'on a passé entre le CIGEF, notre syndicat d'énergie, et l'ADEME Île-de-France, et qui nous donne pour 3 ans la gestion déléguée des aides du fonds chaleur, je pense qui parle à pas mal de gens, et qui nous permet donc d'accompagner... On peut en reparler juste en une seconde, alors si ça parle... Du fonds chaleur ? Oui. Oui, donc le fonds chaleur, aujourd'hui, c'est le principal fonds d'aide au projet d'énergie renouvelable thermique et de récupération. C'est un fonds qui est géré par l'ADEME et qui apporte du financement en phase études et travaux pour les projets thermiques. Donc voilà, si une collectivité veut utiliser ce fonds chaleur, alors comment elle doit faire ? Tout porteur de projet est concerné, est éligible au fonds chaleur, hormis les particuliers. Donc on trouve à la fois des maîtrises d'ouvrage publiques, mais aussi des maîtrises d'ouvrage privées. Ouais. Voilà, merci pour cette précision. Et donc, le contrat chaleur renouvelable qu'a signé le CIGEF, c'était le premier contrat de ce type pour l'Île-de-France. On l'a signé en 2022. Depuis, on est en capacité d'accompagner les porteurs de projets qui sont situés sur les 190 communes qui composent notre territoire. Donc on accompagne, on finance en phase d'études et en phase travaux ces différents projets, les maîtrises d'ouvrage public et privé, comme je le disais. Et donc, on intervient sur des filières qui sont regroupées sous ce qu'on appelle la chaleur renouvelable, qui sont les filières de récupération de chaleur, dite chaleur fatale, la filière de la géothermie de surface, le solaire thermique et la biomasse bois-énergie, le bois-énergie. Donc ces différentes filières, elles donnent la possibilité d'intervenir sur un des principaux postes de consommation du secteur tertiaire, qui est le poste du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Donc aujourd'hui, on finance des projets qui sont, je disais, de taille assez variable, parfois pour un gymnase, un complexe sportif, parfois pour différents bâtiments d'un même propriétaire situés autour d'une même rue. Voilà, c'est le type de réseau, c'est le type de projet qu'on finance via ce dispositif. On ne va pas jusqu'aux réseaux de chaleur qui, eux, sont des projets de plus grande ampleur et qui ne sont pas visés spécifiquement par ce dispositif-là. Et donc parmi les différentes filières qu'on a là, il y en a certaines, on le disait tout à l'heure, qui s'apparentent à de l'autoconsommation, puisque finalement on relocalise la production d'énergie à l'échelle de notre bâtiment. Et toute l'énergie produite, c'est le cas pour la récupération de chaleur. Si la récupération de chaleur est effectuée au sein même d'une unité foncière similaire, on va déduire la consommation, on va déduire cette autoconsommation de la consommation d'énergie du site. Et donc on va venir baisser automatiquement la consommation à reporter sur la plateforme Opérate. C'est la même chose pour le solaire thermique. Par exemple, pour donner un exemple de récupération de chaleur, moi celui que j'ai en tête, mais vous me dites, je refroidis des data centers, j'ai une piscine à côté, voilà. Et donc je me sers de cette chaleur fatale, donc celle qui servit à rien pour réchauffer l'eau de la piscine. C'est ça, oui. Je récupère la chaleur qu'on a fait extraire de mon data center pour chauffer la piscine. Alors, il faudrait dans ce cas-là que la piscine soit du même propriétaire que les data centers. Donc, je ne sais pas si ça peut se trouver comme configuration, mais pas forcément. On peut aussi donner l'exemple d'une cuisine centrale dans une commune qui produit de la chaleur via les fours. Et cette chaleur pourrait être récupérée ensuite pour chauffer soit préchauffer l'eau chaude sanitaire de la cuisine ou voilà, ce type de configuration. Oui, donc ça veut dire que je suis maître d'ouvrage de l'ensemble. Je suis propriétaire, ouais. Oui, des deux bâtiments qui sont sur la même unité. Oui. Voilà, donc ça c'est pour il y a cette part d'autoconsommation. Pour la géothermie de surface, on est un peu sur le même ordre d'idée, puisqu'il y a toute une partie de l'énergie qui est prélevée dans le sous-sol, et cette énergie-là, elle n'est pas comptabilisée au titre du décret tertiaire. Donc là aussi, on a des projets en géothermie de surface qui, vu les coefficients de performance importants de cette filière, permettent d'avoir un abaissement très fort de la consommation du site. Donc
pour donner un peu une vue de ce que peut permettre de faire l'installation de ces différents moyens de production à l'échelle des bâtiments. Donc, je le disais, ça permet de répondre aux premiers postes de consommation du secteur tertiaire, le chauffage et l'eau chaude sanitaire, qui à eux deux représentent 52% des besoins du secteur tertiaire. Donc, c'est la majorité des besoins de ce secteur. De privilégier des énergies décarbonées et renouvelables qui ont une place particulière, ça a été dit en introduction dans le décret tertiaire. De relocaliser son approvisionnement énergétique. Là, on est sur des enjeux qui vont peut-être au-delà du décret tertiaire, mais qui ont leur importance aussi. De maîtriser les coûts en phase d'exploitation, puisqu'on sait combien coûte une exploitation de géothermie. C'est des prix qui sont beaucoup plus stables en fonctionnement que les énergies fossiles. Oui, on n'est pas soumis à une contrainte de marché avec des fluctuations, ou avec les phénomènes géopolitiques qu'il peut y avoir. Oui, en tout cas, beaucoup moins, parce que pour le bois, ça peut être aussi le cas dans une certaine mesure, mais c'est bien moins visible, c'est bien moins fort que pour les prix du gaz et de l'électricité qui subissent beaucoup plus effectivement les influences du contexte géopolitique. Et ensuite, peut-être une des dernières perspectives, et ça a été évoqué aussi via ces filières, et là je parle spécifiquement de la géothermie de surface, on a la possibilité de produire du froid, donc de rafraîchir les bâtiments en été, donc de répondre non seulement aux besoins de chaud l'hiver, mais aussi aux besoins de froid, avec des coefficients de performance là aussi qui sont très intéressants. Et donc c'est aussi une des filières qui est aujourd'hui très sollicitée par le secteur tertiaire, puisque la question du confort d'été va se poser de plus en plus pour ce secteur en particulier. Oui, là, l'avantage, c'est qu'on produit du froid aussi avec une énergie qui est décarbonée. Oui. Donc du coup, sur lequel on peut y aller un peu plus franchement que quand on produit du froid avec de l'électricité conventionnelle. Oui. Dans le cas de ce qu'on appelle le géocooling, donc là on parle de rafraîchissement et pas de climatisation active. On est même en capacité de récupérer les calories du sous-sol qui sont en été à environ 14 degrés à ces profondeurs de ce que va chercher la géothermie de surface. Et donc on va faire circuler le fluide dans le bâtiment. On ne va même pas activer la pompe à chaleur, on va juste faire circuler ce fluide et on va réussir à abaisser un petit peu la température du bâtiment. Et dans ce cas-là, on n'a même pas on n'a aucune électricité, si ce n'est celle de la pompe qui fait circuler le fluide. Mais donc on est sur effectivement des coefficients de performance très, très intéressants. Et donc j'avais juste pris un cas un peu concret. Ici, c'est un projet qu'on suit dans le cadre du contrat chaleur renouvelable. C'est un projet en phase étude d'un champ de sonde. Donc on est sur de la géothermie de surface, sur sonde. Un champ de sonde qui va être mutualisé à 3 bâtiments qui appartiennent ici à une commune. Un bâtiment de clubhouse, un bâtiment d'une cuisine communale et puis d'un établissement d'accueil pour les jeunes. Donc c'est 3 bâtiments qui vont être branchés sur le même champ de sonde. Donc on est sur un site qui est soumis au décret tertiaire puisqu'il fait plus de 1800 mètres carrés, enfin il y a en tout cas plus de 1800 mètres carrés de surface chauffée. Vous avez compris ce que c'est un champ de sonde ? C'est quoi un champ de sonde ? Oui. Alors, un champ de sonde, c'est des sondes qui sont forées à une profondeur de maximum, 200 mètres de profondeur, qui sont complètement fermées et dans lesquelles circule un fluide caloporteur qui permet de prélever les calories du sous-sol et de les ramener jusqu'à la pompe à chaleur qui va ensuite rehausser en température le fluide. Merci pour cette précision. Oui. Voilà. Donc dans ce cas concret-là, on a, je crois, un peu moins d'une dizaine de sondes qui vont être forées entre les 3 bâtiments à 100, alors je ne sais plus exactement, 180 mètres de profondeur, je crois. Et tout ça pour venir couvrir presque 99% des besoins de chauffage des 3 sites. Et avec un coefficient de performance de l'APAC à 4 environ, on va être, les sites qui vont d'abord, et c'est peut-être aussi important de le dire, avant de changer leur production d'énergie, vont être fortement rénovés énergétiquement. Donc il va y avoir un gros travail aussi sur l'enveloppe des 3 bâtiments. Et ensuite, rien qu'avec le passage des chaudières gaz vers la pompe à chaleur géothermique, on a un abaissement de 60% de la consommation d'énergie non renouvelable pour cet exemple-là. Et c'est des bâtiments qui, l'été, fonctionneront en géocooling pour rafraîchir les trois sites. Oui. Voilà, merci pour cette précision. Donc, je crois que vous avez
Julien, alors il y avait une question, allez, je vais la poser. Est-ce que la géothermie, c'est de Sylvain, géocooling en sous-sol a les mêmes bénéfices au niveau du décret tertiaire? Alors, je pense que oui, il n'y a pas de comptabilisation de le géocooling n'existe pas au regard du décret tertiaire. Enfin, il est déduit comme l'est la part d'extrait dans le sous-sol. Et c'est exactement ça pour le géocooling, c'est-à-dire qu'on extrait des calories du sous-sol pour venir rafraîchir le bâtiment. Il n'y a pas de... Oui, parce que si on voulait faire de la... On ne les déclare pas. Oui, si on ne le déclare pas, mais si on voulait faire de la climatisation avec de l'énergie conventionnelle, là, ça coûterait de l'énergie, donc ça viendrait dans le calcul du décret tertiaire. C'est ça. Donc là, ça vient en déduction parce qu'on ne le déclare pas, oui. Ah, c'est ça. Donc on a le même bénéfice que sur la géothermie. Voilà, merci pour cette présentation, mais on reviendra dessus. Donc là, on va regarder un autre sujet qui est le photovoltaïque. Oui, tout à fait. Vous en avez parlé un petit peu en début de conférence. L'idée aussi, à travers les projets pour faire le lien entre l'efficacité énergétique des bâtiments et puis la production d'ENR, eh bien, le CIGEF peut intervenir pour accompagner les projets d'ENR, en particulier solaire photovoltaïque. Et à ce titre-là, ça peut être intéressant. Alors, on a dit il y avait un intérêt en termes de comptage, ces productions d'énergie renouvelable qui viennent en décompte dans la plateforme Opérate, mais il y a aussi un intérêt aussi patrimonial en termes d'efficacité des chantiers, de pouvoir cumuler par exemple un chantier de rénovation de toiture pour des bâtiments publics avec une production d'énergie renouvelable sur la toiture. C'est le bon moment parce que quand on s'engage sur des productions d'ENR comme le solaire photovoltaïque, eh bien, pour amortir les installations, il faut penser à ce qu'on n'intervienne pas dans les quelques années à court terme futures sur une rénovation. On aurait besoin de démanteler l'opération. C'est un exemple aussi d'intérêt technique et patrimonial en plus que celui qui peut être financier et puis de comptabilité autour du décret éco-énergie tertiaire. Et pour ce faire, on a différentes modalités d'action qui sont selon le cas à discussion avec nos communes membres pour leur propre patrimoine. Ça peut être les hôtels de ville, ça peut être les gymnases ou encore des groupes scolaires. Soit on intervient en tant que producteur direct, donc on investit, nous, CIGEF, pour le compte des communes pour occuper leur toiture et valoriser les systèmes énergétiques. Jusqu'à présent, beaucoup en vente totale d'électricité. Et puis de plus en plus, avec le modèle qu'on a évoqué tout à l'heure d'autoconsommation, finalement, c'est le modèle prédominant maintenant de pouvoir utiliser cette énergie-là. Et puis, on a une autre modalité qui peut être, pour des grades de projets significatifs dont on n'aurait pas la capacité d'investissement, de pouvoir faire appel au tiers investissement et donc faire appel à des opérateurs. C'est les différentes modalités qu'on a de travail. Et un petit mot aussi, puisque vous nous aviez demandé des cas concrets, de vous dire quel type d'opérations sont réalisées dans ce cadre-là. Pour le CIGEF, les premières opérations, je le disais, c'était avant un arrêté qu'on a appelé S21 qui a défini en octobre 2021 les nouveaux tarifs de valorisation de l'énergie qui, en corollaire, obérait l'opportunité d'avoir des subventions d'investissement, notamment de la part de la région Île-de-France, et ce qui a amené aussi un remodelage des projets vers de l'autoconsommation, ce qui est plutôt très bénéfique. Sur ces opérations-là, les premières opérations, on est sur des puissances installées de 100 kW crête environ, ça fait 600 mètres carrés de toiture à peu près, et qui peuvent produire jusqu'à 100 000 kWh par an d'électricité. Donc on peut tout à fait imaginer ce dimensionnement-là pour des projets d'autoconsommation, et donc cette production-là qui vient en déduction de la consommation d'électricité de chacun des sites. Voilà quelques opérations qui ont été faites pour le compte du CIGEF. Et donc la suite logique, c'est effectivement cette autoconsommation. Elle peut être de niveaux différents, soit pour un même bâtiment et se dire sur la toiture du bâtiment considéré, on déduit seulement les consommations liées à ce bâtiment-là. C'est pas toujours évident dans le patrimoine communal parce que les plus belles des toitures sont souvent des groupes scolaires qui sont peu utilisés par essence même en été. Et donc l'intérêt est plutôt à avoir une espèce d'autoconsommation collective patrimoniale, c'est-à-dire pouvoir installer toujours ces toitures solaires sur ces bâtiments comme des groupes scolaires qui sont souvent bien adaptés parce que souvent des toitures plates avec de la surface, et puis de déduire les consommations d'énergie à l'échelle de plusieurs bâtiments de la collectivité elle-même qui vont être souvent proches en centre-ville dans un périmètre donné qui a déjà d'ailleurs évolué pour certains avec les nouveaux textes réglementaires. Ça, c'est possible dans le cadre du décret tertiaire, bien sûr. Tout à fait, bien sûr. Alors, c'est deux choses en parallèle, à la fois sur les conditions de comptabilisation du décret tertiaire, et puis de l'autre côté, tout ce qu'on a comme dynamique autour de l'accélération du développement des énergies renouvelables. On maîtrise mieux les coûts,
on localise finalement l'énergie produite. On évite d'aller acheter de l'énergie sur les marchés de fourniture d'énergie. Et puis en circuit court, on peut aussi imaginer des modèles inventifs où il y a la participation citoyenne à l'investissement ou au financement suivant le cas. Et ça permet aussi une dynamique locale plutôt intéressante. Voilà les types de projets qu'on peut accompagner actuellement qui sont en fort dynamisme. Je crois que les collectivités que vous accompagnez, qui sont chez vous ou avec vous, elles ont obligation de faire des schémas directeurs de l'énergie aussi en ce moment. Est-ce que c'est au niveau du département que ça se joue Est-ce qu'on peut en parler un petit peu du schéma directeur de l'énergie? Parce que je sais qu'ils sont à fond dans ces sujets-là. Sur les obligations territoriales, l'obligation de planification, elle se situe plutôt à l'échelle intercommunale, donc les communautés d'agglomération, les fédérations, on va dire, de communes, avec l'obligation de réaliser un plan climat, air, énergie territorial et actualisé régulièrement, auquel souvent s'additionne un schéma directeur effectivement énergétique territorial. Celui-ci n'est pas obligatoire, mais il donne vraiment de la visibilité sur justement le développement des énergies renouvelables. Et puis effectivement, depuis cette année, vient de s'intercaler la loi d'accélération du développement des énergies renouvelables, qui a été promulguée en début d'année. Les textes ont été précisés ensuite au cours d'année et qui impose, là cette fois-ci de nouveau à la maille communale, la définition de zones d'accélération des ENR. C'est en cours. Normalement, l'échéance est au 31 décembre. C'est demain ou après-demain. Je ne sais pas comment il faut voir les choses. C'est l'échéance pour faire quoi? Pour définir ces zones d'accélération des énergies renouvelables et dire, dans la maille communale, pour chacune des 36 000 presque communes de France, de pouvoir définir des zones préférentielles pour développer les énergies renouvelables. De fait, on pressent que le texte de loi a été plutôt défini pour une généralité en France sur des énergies renouvelables qui tournent avec le vent notamment et qui peuvent pas forcément adapter au secteur francilien. Néanmoins, il y a quelques collectivités qui vont s'y engager, mais on pressent qu'il y a au moins un retard à l'allumage auprès des collectivités, malgré qu'on ait fait tout un accompagnement pour les accompagner dans cette définition-là. On sent que la dynamique territoriale de réalisation même des projets plutôt que de planification à l'échelle communale est beaucoup plus présente et c'est les projets finalement de réalisation qui nous intéressent. Voilà, merci à tous les deux. Là, on va revenir vers vous pour ces présentations là, avec des éléments concrets. On voit que ça bouge au niveau des collectivités. Alors, on va continuer. Comme ça, on aura le tour d'horizon avec vous, GRDF, Alexandre et Maud. Alors, sur la partie, effectivement, les consommations avec la solution gaz, on avait dit qu'on parlerait de pack hybride. Hein. Alors, je suis content parce que ce matin, on en a parlé de pack hybride. Alors, c'était un peu, je ne comprenais pas vraiment comment ça fonctionnait, mais j'ai compris déjà ce matin. Et donc là, vous allez en plus préciser cet après-midi comment ça fonctionne, puisque j'ai compris que ça se développe aussi dans les copropriétés, les packs hybrides, et que ça représente pas mal d'avantages. Et ce que j'ai compris aussi, c'est celui d'effacement à un moment, quand on a moins d'énergie électrique disponible, on peut basculer sur une autre forme d'énergie. Bon, enfin, vous allez nous expliquer ça, j'imagine. Vous avez presque tout compris. J'ai presque tout compris. Alors, Je redonne juste un petit peu de contexte donc, pour rappeler qui est GRDF et ce qu'on fait au quotidien. GRDF, c'est le premier distributeur national de gaz naturel en France. Ça représente à peu près 200 000 km de réseau sur 9 500 communes. À la maille Île-de-France, si on a des franciliens qui nous écoutent, on est sur 916 communes. Aujourd'hui, on a une action effectivement et des activités qui sont d'acheminer le gaz naturel, de distribuer à l'ensemble de nos 11 000 clients le gaz dans leur logement, dans leurs bureaux, dans leurs industries, peu importe l'usage. On a un devoir aussi au niveau de la construction de nos réseaux. On a, je l'ai dit, 200 000 km de réseau. On dépense chaque jour 1 million d'euros d'investissement en termes de sécurité. Ça va être de la sécurité industrielle pour vérifier que nos réseaux n'ont pas de fuite, faire des travaux si les réseaux sont vétustes. On va également développer notre réseau au fur et à mesure que les projets arrivent. Et on travaille aussi avec une nouvelle casquette depuis quelques temps, c'est qu'on va accompagner nos clients dans la transition énergétique et aussi les accompagner dans le développement des gaz verts. À date, là, on est à 11 TWh de biométhane injecté dans le réseau, ce qui équivaut à 2 750 000 logements neufs. Voilà, donc ça, c'était pour resituer un petit peu les missions qu'on a. Toute la casquette accompagnement, ce n'est pas quelque chose qui était connu chez GRDF. GRDF, historiquement, c'était un distributeur de gaz naturel et rien d'autre, pour parler vulgairement.
Du coup, si on commence à parler pompe à chaleur hybride, sans faire de redondance avec ce qui a été dit Juste ce matin, avant de passer, ce que j'avais compris sur le biométhane, c'est l'objectif. Alors, est-ce que ça vaut pour le tertiaire aussi? C'était à 2050, 100% de biométhane. Est-ce que c'est ça vaut pour le tertiaire et tous ça les vaut pour le segments tertiaire. d'activité. Donc c'est ça, c'est C'est au global. aujourd'hui de mémoire. Hein, c'est quoi? C'est 3, 4%, 5% plus que ça? On est à 3. À 3. 3%. Et donc, on va monter en puissance fortement sur le biométhane qui est produit donc à partir de méthanisation, c'est ça? Tout à fait. De déchets agricoles ou d'autres types de déchets, et sur lequel on sera en 2050 à 100% de biométhane. C'est ça? Oui, à peu près. Hein. Oui, tout à fait. En fait, l'objectif de 2050, comme ça a été dit déjà ce matin, c'est l'ADEME qui estime qu'il y a suffisamment de ressources sur le territoire pour qu'on puisse atteindre les 100% de gaz vert en 2050. Pour 2030, il y a un palier intermédiaire qui est d'atteindre 20% de gaz vert dans le réseau. Et là, le premier objectif qu'on va réussir à atteindre, c'est à la fin de l'année, atteindre 12 TWh de gaz vert dans le réseau. Voilà, donc c'est une montée en puissance. Bon, c'est des développements industriels aussi, hein, parce qu'il faut construire les infrastructures et tout ça. On sait que ça prend du temps. Donc, on en arrive donc sur la pompe à chaleur hybride. Alors, on a mis des petits schémas pour que ça soit encore plus simple. Donc, la pompe à chaleur hybride, qu'est-ce que c'est? Ça va être une pompe à chaleur électrique combinée à une chaudière gaz à condensation, qui vont être toutes les deux pilotées avec un système de régulation de manière à pouvoir faire varier le curseur pour choisir, selon des paramètres, quelle énergie on va prioriser. L'idée, c'est bien évidemment de produire du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, et également, si on est sur une PAC réversible, la climatisation ou le rafraîchissement. Donc là, vous avez les petits schémas qui représentent les PAC hybrides. Donc, je le disais juste avant, en termes de pilotage, on va avoir deux principaux axes pour réguler. Le premier, ça va être sur l'énergie primaire. Pour faire très synthétique, on va chercher à optimiser les consommations d'énergie. On l'a mis ici, on a soit l'utilisation de la PAC élec toute seule, soit les deux combinés, soit la chaudière gaz. Pour faire très simple, quand les températures elles sont clémentes, on va utiliser uniquement la PAC élec. À partir du moment où la PAC élec n'est plus en capacité de fournir la totalité du besoin appelé par les appareils, la chaudière va se mettre en route. Donc on va avoir les deux énergies en même temps. Et à partir du moment où le rendement ne sera plus efficient, côté PAC élec, la chaudière va prendre le relais à 100%. Tout ça, c'est un système qui est préétabli dans le régulateur, dans le générateur, qui lui va choisir, en fonction des températures notamment, quelle énergie prioriser. En autre système de régulation, on va avoir aussi le prix des énergies, bien évidemment. L'idée est d'optimiser donc la facture énergétique du client en calculant ce qu'on appelle un ratio, un coût énergétique. On va avoir donc le coût des énergies sur le coefficient de performance ou sur le rendement. Si aujourd'hui le ratio est plus pertinent d'un point de vue économique sur la PAC électrique, si le prix du kilowattheure pour la chauffe il est plus faible d'un point de vue électrique, dans ces cas-là, c'est la PAC électrique qui va fonctionner. En l'occurrence, si on change de configuration et que là, le coût du mégawattheure il est plus rentable au niveau gaz, c'est la chaudière à condensation qui va se mettre en route. Donc c'est un jeu d'équilibre, c'est un jeu de paramètres à configurer qui va permettre d'avoir l'énergie la plus compétitive, pas uniquement au niveau tarifaire, mais également au niveau rentabilité. Et ces calculs se font en automatique, j'imagine, en fonction des coûts d'énergie qu'il peut y avoir? C'est ça, c'est des paramètres qui sont réglés dans l'outil. Alexandre pourra beaucoup mieux en parler. Ce qu'on appelle cette dynamique, finalement. C'est des données évoluent et donc ça se remet à jour dans l'outil automatiquement. Ouais. Tout à fait. De toute façon, la maîtrise d'ouvrage ne change pas de contrat de gaz et d'électricité tous les 2 jours. Donc, c'est des valeurs qu'on va intégrer dans le système de régulation en chaufferie dès lors qu'on a les coûts avec les nouveaux contrats. Et après, il y aura juste à actualiser au moment où les contrats vont évoluer dans le temps. En quelques mots, si on peut parler des atouts de cette solution, bien évidemment, il y a un côté sécurisant parce qu'on a 2 équipements. Donc on se dit que si l'un des 2 tombe en panne, l'autre peut prendre le relais.
En termes de coûts et de confort, bien évidemment, on a un coût d'investissement qui reste compétitif parce qu'on n'est pas obligé de dimensionner notre paquet électrique sur le besoin maximal parce que le gaz pourra prendre la main. Donc on est sur des emprises même au sol qui vont être plus petites. Et évidemment, en termes d'économie d'énergie et sur la facture, le système de pack hybride va choisir le rendement le plus efficace, le plus optimal, donc nous fera faire des économies. Alors du coup, pour vous parler un peu plus en détail de la PAC hybride, je vais vous montrer un petit exemple sur un cas concret dans le cadre du décret tertiaire. Donc, avant ça, je voudrais recontextualiser l'étude. Donc, GRDF, on s'est rendu compte que quand on échangeait avec les maîtrises d'ouvrage qui étaient soumis au décret tertiaire, il y avait deux types d'assujettis. On va voir le premier profil des assujettis qui sont plutôt des maîtrises d'ouvrage qui n'ont pas trop de moyens et trop de temps de mettre en place le décret tertiaire. Donc pour eux, ça va être de mettre en place des actions en principe, principalement d'optimisation en premier lieu, et ensuite des actions sur le bâti et sur le système de la chaufferie, pour avoir un temps de retour sur investissement le plus faible possible. Et ensuite, on va avoir un deuxième profil d'assujettis qui va être les maîtrises d'ouvrage qui, eux, ont un peu plus de temps et qui ont beaucoup plus de moyens de mettre en place ce décret-là et qui ont envie de faire un peu de leur projet des projets vitrines pour mettre en avant des systèmes un petit peu innovants ou des labels qui sortent un petit peu du lot. Je vais reprendre la zapette. Donc là, l'étude a été réalisée par le bureau d'études Elitis. Donc c'est sur un bâtiment de type bureau à Meaux. Donc on est sur un bâtiment des années 90 en R+5 qui a un système de chauffage au gaz, une chaudière classique. Il y a quelques pièces de manière assez anecdotique qui sont alimentées par des pompes à chaleur pour du chauffage et du refroidissement. Mais en tout cas, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur ce bâtiment-là, le principal poste de consommation reste le chauffage. Et ensuite, derrière vient notamment l'éclairage et la bureautique. Donc là, on a voulu voir quelle réduction de consommation il fallait avoir pour atteindre les objectifs de 2030, 2040 et 2050. Donc on se rend compte notamment pour 2030, par rapport à la valeur absolue, que l'effort à engager est beaucoup moindre que l'effort en valeur relative. Donc là, si le client souhaite suivre le seuil en valeur absolue, on se rend compte qu'il y a un seuil de moins 23% à atteindre en termes de consommation énergétique, qui est beaucoup moins pénalisant que le seuil en valeur relative. Alors ce cas-là est vraiment spécifique à ce bâtiment-là. Ce n'est pas tout le temps le cas. Hein. Parfois, j'ai envie de vous poser la question sur les arrêtés, là, parce que je crois qu'il y a des arrêtés qui sont sortis pour définir les valeurs absolues. Tout à fait. Est-ce qu'ils sont sortis sur toutes le... Non, pas encore. Alors c'est lequel Alors, est-ce qu'on peut les lister? Parce qu'il y a, des arrêtés qui ont défini les valeurs absolues. Je ne veux pas vous coincer parce qu'on n'en avait pas parlé en réunion de préparation, mais donc si vous le savez, on y va un petit peu. Mais Alors pour le moment, si je ne me trompe pas, de tête pour les valeurs absolues, pour le seuil de 2030, les seuils sont sortis pour les bureaux, la logistique du froid et l'enseignement, et les autres typologies sont en attente. On espère dans les prochaines semaines, prochains mois, qu'il y a un nouvel arrêté qui tombe pour préciser les seuils des autres typologies. Voilà, il n'y a pas besoin de réexpliquer au public. Vous êtes 150 à nous suivre en ce moment à distance. Il n'y a pas besoin de repréciser au public ce que c'est la valeur absolue ou valeur relative, mais c'est soit vous obtenez un niveau de performance, soit vous diminuez votre consommation par rapport à un niveau actuel. Hein, c'est ça. Hein. Tout à fait, exactement. Je vous laisse donc du coup là, c'était mieux d'aller en valeur absolue qu'en valeur relative. Hein. Tout à fait. L'effort sera moins conséquent pour la maîtrise d'ouvrage et forcément moins d'investissement à mettre en place pour lui. Donc voici le plan d'action qui a été mis en place. Je ne vais pas lister toutes les actions qui ont été proposées, hein, sinon on perdra un petit peu trop de temps. Mais ce qu'il faut retenir principalement, c'est que pour atteindre le seuil en valeur absolue, c'est principalement des actions d'optimisation qui ont été mises en place, notamment des paramétrages au niveau des températures de consigne, peut-être des décalages aussi d'allumage et d'éteignage du chauffage et du refroidissement. On ne l'a pas cité aussi, mais des actions comme le désembouage ou l'équilibrage du réseau peut permettre de réduire aussi assez considérablement les consommations. On peut baisser la consommation jusqu'à une hauteur de 15 points à peu près.
Donc c'est pas négligeable et c'est des petites actions qui sont pas ou peu coûteuses. Il y aura juste un forfait d'intervention à payer sur ce type d'action-là et qui sont très bénéfiques au bâtiment. Donc il faut vraiment jouer en premier lieu sur l'optimisation de l'existant avant de faire un renouvellement des équipements. Donc comme on le voit par la suite, c'est une seconde étape qui arrive pour atteindre le seuil en valeur relative de 2030 et de 2040. Donc on va être sur de la renouvellement d'équipements comme le changement du parc informatique, le changement des menuiseries ou des éclairages pour permettre d'atteindre ces seuils-là. Donc forcément l'investissement sera un peu plus conséquent, on n'a rien sans rien, mais en tout cas l'effort reste moindre. Et en dernier lieu, les scénarios 4.1 et 4.2 qui concernent le seuil pour 2050. C'est là où on va faire le changement du système énergétique, soit en pompe à chaleur hybride ou soit en 100% pompe à chaleur. Donc le scénario 4.1 concerne le renouvellement de l'équipement énergétique par une PAC hybride et le 4.2 par du 100% thermodynamique. Donc tous ces efforts-là nous permettent d'atteindre chaque objectif du décret tertiaire. Et même les scénarios 4.1 et 4.2 nous permettent d'aller encore plus loin que le seuil demandé de moins 60%. On est à peu près autour des moins 70, moins 74%. Donc c'est quand même une réduction qui est très conséquente. On le verra par la suite que c'est des efforts qui sont certes assez coûteuses, mais au final le temps de retour sur investissement est quand même assez faible. L'avantage là, c'est qu'on se rend compte entre la solution de base qui est le changement par des chaudières à condensation versus une pompe à chaleur électrique versus une PAC hybride. Eh bien, on se rend compte que la PAC hybride est la solution la plus pertinente sur un coût global. Donc là, le calcul a été fait sur 25 ans en prenant comme hypothèse que le renouvellement des chaudières gaz se fait toutes les 22 ans en moyenne et pour les pompes à chaleur tous les 15 ans. On a pris des hypothèses propres aux factures énergétiques du bâtiment, donc un coût du mégawattheure gaz de 170 € et 230 € pour l'électricité, et en prenant en compte aussi des coûts de l'inflation pour les énergies et la maintenance. Alors là-dessus, il faut être un petit peu plus gentil sur les valeurs, parce qu'on prend en compte un coût de l'inflation, mais demain, on ne sait pas concrètement quel va être le prix du gaz et de l'électricité. Il peut très bien monter en flèche parce qu'il y a une nouvelle crise géopolitique ou des problèmes sur le parc de production de gaz ou d'électricité, ou au contrario, il va pouvoir diminuer parce qu'on arrive à avoir une situation plutôt stable. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que la solution qui s'en sort le mieux, c'est celle en PAC hybride versus le 100% thermodynamique. Pourquoi ? Parce qu'en termes d'investissement, on sera plus faible. Sur le cas là, on a un écart d'investissement de 100 000 € entre les deux solutions, ces deux œufs inclus, ce qui représente un delta de 7%. Alors vous allez me dire, 7%, c'est négligeable, mais pas tant que ça, parce que ces 7%-là, c'est des 7% qu'on va pouvoir réinvestir dans d'autres équipements, dans d'autres renouvellements des installations, et pour une maîtrise d'ouvrage qui n'a pas forcément les moyens, ces 7%-là sont quand même assez conséquents. Et en termes d'impact carbone, parce que quand même le sujet d'aujourd'hui c'est les ENR, on se rend compte que grâce à la PAC hybride et en gardant quand même du gaz sur le bâtiment, on arrive à décarboner à hauteur de 87% les émissions, en prenant en compte également toutes les actions sur le bâti qui a pu y avoir lieu précédemment. On est quasiment à un niveau équivalent à celui de la pompe à chaleur électrique. Donc c'est vraiment une solution qui peut sortir du lot et qui a un juste milieu justement en termes d'investissement et en termes de bénéfices qu'il peut y avoir sur le bâtiment par la suite. Et j'en ai fini. Voilà, en termes d'installation des PAC hybrides, parce que j'ai l'impression qu'on n'en parlait pas trop, c'est assez nouveau comme sujet. Est-ce que je me trompe ou pas ? Non, tout à fait. La PAC hybride est sortie en premier lieu pour répondre à des enjeux réglementaires, notamment liés à la RE20 en résidentiel, où cette réglementation est sortie au 1er janvier 2022. La RE2020 en tertiaire est sortie par la suite, mais ce n'est pas pour autant que c'est un système qui peut aussi répondre à des enjeux de réduction de consommation d'énergie et de décarbonation dans l'existant. Donc c'est une solution qui se positionne autant en résidentiel qu'en tertiaire, en neuf qu'en rénovation.
Voilà, mais j'imagine en résidentiel, c'est pas forcément les mêmes matériels, c'est les mêmes puissances. Alors, ça dépend si c'est peut-être les copropriétés, il peut y avoir des le copropriétés. matériel sera le même, les puissances seront équivalentes ou différentes. En fait, tout va dépendre de la taille du projet et des besoins. Il faut savoir que la PAC hybride peut répondre soit à des besoins de chauffage et ou à des besoins d'eau chaude sanitaire. Donc, c'est une solution qui va pouvoir s'adapter à tout type de projet. Voilà, donc c'est à prendre en considération dans une étude, j'imagine, au préalable. En tout cas, c'était peut-être pas dans le scan qu'il y avait avant. Maintenant, ça l'est aujourd'hui. Et il y a un autre point que j'ai oublié de citer, c'est que l'avantage aussi de cette solution-là sur l'existant, c'est qu'elle permet d'atteindre les hautes températures pour les réseaux hydrauliques de chauffage et qui évite notamment de changer toute la distribution et les émetteurs qu'il peut y avoir dans le bâtiment. Je vois, tiens, Eric, je vais vous donner la parole 30 secondes. Je vois vous opinier. Prenez le micro, là, vous êtes d'accord sur cet aspect, parce qu'en tant que spécialiste de la partie chauffage avec la FEDEN, sur la partie température, vous aviez l'air d'être d'accord. Oui, bien sûr. Ah, le micro est fermé. Oui, effectivement, donc c'est l'intérêt. Donc nous, dans notre métier, on est agnostique, quel que soit le type. Donc l'hybridation est quelque chose de très intéressant, comme vous l'avez dit. Hein, c'est ce qui manquait un peu aux pompes à chaleur, le fait de ne pas pouvoir délivrer l'ensemble des régimes de température nécessaires d'une part, et puis de subvenir aux besoins lors de températures un peu plus faibles, notamment dans le résidentiel également. Et puis il y a également un sujet qui peut être intéressant, en tout cas on le regarde, c'est la réutilisation des équipements déjà en place. Je pense aux chaudières par exemple. Exactement. C'est vrai que c'est un point que je n'ai pas évoqué, mais dans l'existant, il est tout à fait possible de renouveler l'entièreté de la chaufferie si on est surtout sur des chaudières qui sont plus toutes jeunes. Donc là, à ce moment-là, on va renouveler les équipements par des chaudières à condensation et en installant des packs en plus. Mais si les packs ont été renouvelés assez récemment, il est tout à fait possible d'hybrider l'existant en rajoutant des packs au système actuel. Oui, on parle d'hybridation des chaufferies. Oui. Voilà, donc effectivement, c'est une nouvelle corde à notre arc qu'on a sur les solutions. Est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités, parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui nous écoutent, quelle que soit la typologie de bâtiment, parce que les collectivités sont plein de bâtiments différents. Ça peut être des collèges, ça peut être des lycées, ça peut être des bureaux. Donc, ça peut être dans le tertiaire, il peut après y avoir des hôpitaux. Bon, est-ce que ça concerne moins les collectivités, mais est-ce que ça s'adapte à toute typologie de bâtiment? Alors, ça peut s'adapter à tout type de bâtiment. Après, tout va dépendre des besoins de la maîtrise d'ouvrage et du bâtiment derrière, surtout dans le tertiaire où certaines typologies ont des besoins de refroidissement. Aujourd'hui, on n'a pas ou peu d'offres packagées, je vais dire comme ça, de fabricants qui proposent un système en pack hybride qui inclut également le refroidissement. Je sais qu'il y a un fabricant qui va proposer également du refroidissement et quand les packs vont être en mode refroidissement, on va venir récupérer la chaleur fatale de ces packs pour faire un préchauffage des ballons d'eau chaude sanitaire par exemple. C'est des systèmes qui peuvent exister. Après là, on laisse aussi un peu la main aux fabricants pour pouvoir s'adapter un peu aux besoins de ces typologies-là et de pouvoir proposer aussi par la suite des systèmes packagés qui pourront répondre à leurs besoins. Voilà, merci à vous pour cette présentation. Allez, on va continuer avec vous, François. Effectivement, on est aussi, c'est bien que vous soyez avec nous également, parce que comme ça, on a tous les points de vue aujourd'hui, parce que vous accompagnez Sonepar, les électriciens, c'est un peu votre enjeu pour qu'ils deviennent acteurs des ENR, parce que ça, c'est un gros sujet, c'est-à-dire qu'il faut à la fois développer les ENR, mais on voit que il faut aussi des hommes et des femmes, en tout cas des personnes qui sont en capacité pour le réaliser. C'est ça, ouais. Merci pour l'introduction. Peut-être pour remettre en perspective qui est Sonepar. Sonepar, c'est un groupe familial français qui se trouve être le leader mondial de la distribution de matériel électrique. Donc en fait, notre métier à nous, c'est d'amener du matériel électrique, quel qu'il soit, à des électriciens. Donc nos clients, c'est uniquement des électriciens, des professionnels
du monde de l'électrique. Et voilà, on est implanté dans 40 pays dans le monde. Mais en France, voilà, on a 5000 personnes qui livrent environ 35 000 clients qui sont répartis en France. Ça va du tout petit artisan, la mono-entreprise, une seule personne, jusqu'aux grands artisans électriques, jusqu'aux grands installateurs électriciens qui font partie des grands groupes de BTP que vous connaissez. Voilà, ça c'est notre métier, et notre métier c'est donc d'accompagner cette filière dans cette mutation importante qu'on a en face de nous. Alors, il n'y a pas que de l'électrification par rapport à la présentation qui a été faite avant, mais la décarbonation, c'est avant tout de l'électrification. C'est-à-dire qu'il y aura énormément d'électrification des usages, à commencer par la mobilité électrique. Vous en parlerez demain, si j'ai bien compris, mais le passage de la mobilité électrique de la mobilité fossile vers la mobilité électrique, ça va ajouter des contraintes très fortes sur le bâtiment. Donc il y a une mutation du parc automobile qu'on a tous en tête, on va changer de voiture, mais finalement il va falloir recharger ces véhicules chez nous, au bureau, à chaque endroit où on va se garer, et donc ça va nécessiter de déployer une infrastructure très importante qui, ça a été très justement dit en introduction, qui va impacter très fortement les consommations d'énergie des bâtiments. Et donc il va falloir le piloter, tout ça. Et ça a été dit aussi sur le chauffage, la PAC hybride, c'est une des solutions très efficaces, mais elle va amener à électrifier une grande partie des consommations d'énergie. Et donc pour ça, il va falloir aussi des hommes. Alors, sur la spécificité des ENR, c'est que pour électrifier rapidement en bas carbone, il n'y a pas beaucoup de choix. Vous l'avez dit aussi justement en introduction, cette mutation, elle va nécessiter d'abord de l'efficacité énergétique, donc avoir des équipements qui consomment moins, aussi beaucoup de sobriété, mais même en faisant tous ces efforts-là, il va falloir consommer un peu plus d'électricité, parce qu'on va, en ordre de grandeur, je n'ai pas les chiffres exacts en tête parce qu'il y a vraiment beaucoup de scénarios, mais en ordre de grandeur, il va falloir augmenter de 50% la production d'électricité. Et pour le faire rapidement, on n'a pas beaucoup de choix. On a comme source d'électricité bas carbone, on n'a pas beaucoup de choix. Il y a des centrales nucléaires, on n'en aura pas à l'horizon 2035-2040, avant l'horizon 2035-2040. Et donc les solutions pour électrifier rapidement, c'est de déployer des ENR. Et dans ces solutions-là, une solution qui est à l'échelle du bâtiment, c'est le photovoltaïque. Et quand on regarde cette problématique du photovoltaïque, donc c'est un des outils, ça a été dit, de la transition pour répondre aux objectifs de décret tertiaire. En fait, aujourd'hui, en France, on installe un peu moins de 3 gigawatts d'électricité photovoltaïque par an, et ça, c'est fait par 2600 installateurs. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est relativement faible, et c'est surtout pas à l'échelle de ce dont on a besoin. On a besoin, pour atteindre nos objectifs en termes de consommation, d'installer 7 gigawatts par an. Donc on a besoin de plus que, quasiment tripler la capacité de déploiement de ces énergies renouvelables. Et aujourd'hui... Là, je vois, là, vous avez marqué 2024, hein, c'est dans un mois, quoi. C'est demain. C'est la moyenne sur les 6 dernières années qui nous restent pour atteindre les 60... Donc c'est colossal, c'est-à-dire que c'est absolument colossal. Alors il est probable qu'en 2024, on ne fasse pas les 7, mais c'est la moyenne sur cette période-là. Il va falloir accélérer très fortement. Pour avoir un autre ordre de grandeur, en Allemagne, alors c'est nos voisins, ils sont souvent cités en exemple sur le photovoltaïque. En Allemagne, aujourd'hui, la filière électrique, elle installe 22 gigawattheures par an. L'Allemagne, c'est un pays voisin, en ordre de grandeur un petit peu plus grand que nous, mais à peine. Donc ce n'est pas complètement inatteignable. N'empêche que pour ça, il va falloir se muscler un petit peu. Et aujourd'hui, le goulot d'étranglement, ce sont ces 2600 installateurs qui sont pour la plupart des grands professionnels, qui sont en très forte croissance et qui sont en train de se muscler très fortement. Mais l'enjeu, c'est bien de faire basculer l'intégralité de la filière et donc de faire basculer les 35 000 électriciens français pour que tous les maîtres d'ouvrage puissent se retourner vers leurs électriciens et leur faire installer les panneaux solaires ou l'installation photovoltaïque de la même manière qu'ils font des travaux d'éclairage ou de la même manière qu'ils font des travaux électriques relativement classiques. Et donc pour combler cette pénurie de personnel, il y a un enjeu de formation, de montée en puissance du réseau.
avant de passer au slide suivant, je voulais rebondir sur, sur les exposés suivants. En fait, il y a un autre avantage du photovoltaïque aussi dans le calcul de la baisse des consommations des bâtiments. C'est que le photovoltaïque, c'est une énergie qui a un inconvénient, c'est qu'elle est intermittente, on ne produit que dans la journée, donc il va falloir consommer à ce moment-là. Mais par contre, sa capacité de production, elle est absolument prédictible. Vous pouvez calculer 20 ans, 25 ans à l'avance combien d'énergie vous allez produire. Ça a été montré sur un des slides. C'est extrêmement fiable. Vous savez exactement combien vous allez produire. Donc à l'échelle des comptabilisations d'énergie que vous allez faire sur vos plans, en installant un nombre donné de panneaux solaires avec une installation donnée, vous saurez exactement combien vous allez produire dans les années précédentes. Et donc vous allez être capable aussi non seulement de mettre sous contrôle votre équation énergétique, mais aussi votre équation financière, puisque les coûts liés à une installation photovoltaïque sont extrêmement prédictibles. C'est les coûts d'investissement initiaux et les coûts de maintenance qui sont relativement faciles à anticiper et maîtriser. Et donc ça, c'est un avantage certain dans la prédictabilité, la planification des travaux. Ok, slide suivant. Voilà, non, le slide suivant, c'est plus notre mission à nous chez Sonepar. Donc Sonepar, c'est accompagner nos 35 000 ou 50 000, ça dépend si on demande à la police ou au syndicat, mais c'est d'accompagner nos clients. Et donc, au-delà de fournir des produits, d'être un distributeur avec des étagères pleines de panneaux, notre objectif, c'est bien d'aider la filière à monter, donc de les accompagner à l'ouverture de l'activité pour qu'ils puissent être qualifiés, qu'ils aient le niveau de qualification nécessaire, qu'on soit capable de les former ou de leur offrir les offres de qualification, qu'on leur permette de s'assurer, qu'on puisse les former aussi aux nouvelles technologies. Il y a un enjeu de compétences majeures sur le photovoltaïque, sur l'IRVE, sur les solutions de pilotage des bâtiments, qu'on puisse les aider à monter leur activité commerciale pour qu'ils puissent avoir des leads commerciaux. Voilà, je ne vais pas lire le projet, mais notre ambition, c'est vraiment d'accompagner nos clients sur l'intégralité du cycle de vie de cette nouvelle activité. C'est un enjeu majeur en termes business pour nous, mais c'est aussi un enjeu majeur de transition, comme je l'ai dit. J'aime bien citer l'Allemagne, et je vais encore finir par ça, mais en Allemagne, 25% du business des électriciens, c'est du photovoltaïque. C'est devenu quelque chose d'aussi courant que de poser un luminaire ou de changer un tableau de disjoncteur. Et ça, à l'aune de l'année 2024 qui arrive, qui est une année qui va être assez difficile avec la production de logements neufs qui est à moins 40%, et bien c'est une opportunité pour la filière de pivoter. C'est le moment. Oui, on voit, merci François, oui, on voit qu'il y a un bascule qui s'opère entre le neuf et la rénovation énergétique du bâtiment. Alors, c'était fin de semaine dernière, le Consuel a fait une conférence un peu comme celle-ci, avec plus de monde, mais sur la bascule du photovoltaïque. Ils expliquaient que l'année prochaine, ils attendent un peu plus de 400 000 demandes de raccordement de projets photovoltaïques. Et pour la première fois, en 2024, le nombre de raccordements de projets photovoltaïques dépassera le nombre de raccordements de logements neufs. C'est pour aussi montrer l'ampleur du pivot qui est en train de se produire dans la filière. J'ai une question d'Axel, je vous la pose. L'autoconsommation collective induit-elle effectivement une baisse des consommations à déclarer sur Opérate? C'est un peu technique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Je ne sais pas. C'est que l'individuel. Je crois que vas-y, prends le micro carrément. Ouais. Oui, je crois que c'est que l'autoconsommation individuelle. Parce que les autres, il y a une répartition, il y a un comptage avec des factures. Valentine, je vois que vous avez... prenez le micro, là, vous disiez oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je pense qu'à partir du moment où que ça passe par le réseau, en fait, c'est comptabilisé. Donc, on n'est pas dans le cas où l'autoconsommation est directement déduite des consommations. Ouais. Voilà, donc c'était individuel, effectivement, qu'il fallait retenir. Reprenez le micro, là. Oui.
Ah, il faut. Madeleine fait un petit piège à chaque fois. Mais c'est peut-être un petit piège dans la réglementation, ou en tout cas un manque. Et s'il y a des législateurs qui nous écoutent, ou je ne sais pas si on peut rêver à ça, mais c'est probablement quelque chose qu'il faudra changer, parce qu'il n'y a pas de raison. L'idée de la mutualisation de la production pour plusieurs bâtiments, ça a tout à fait du sens économiquement et en termes d'empreinte environnementale. Et donc, si ce n'est pas le cas, il faudra que ça le devienne. C'est quelque chose qu'il faut faire. Oui, il y a peut-être quelque chose à retravailler. Bon, on commence par les premières optimisations les plus simples à réaliser, puis après on va sur des choses un peu plus complexes. Eric, alors on avait dit effectivement que vous pourriez intervenir sur cette partie-là, et puis on voulait parler des CPE, des contrats de performance énergétique, c'est-à-dire la question c'est comment les maîtres d'ouvrage qui nous écoutent passent à l'action et financent cette transition et ces nouvelles énergies. Oui, bien sûr. Je vais prendre... Voilà, vous avez une petite diapo aussi. Oui, merci de me donner la parole. C'est très intéressant de passer après mes collègues, puisqu'on a parlé de beaucoup de solutions, beaucoup de systèmes qui existent. Et maintenant, ce qui est intéressant, ce que je vous propose, c'est l'éclairage des opérateurs énergétiques. Il faut bien le mettre dans l'axe, comme ça. D'accord. Le rôle des opérateurs énergétiques, et vous m'avez soufflé le mot, c'est comment passe-t-on à l'action ? Donc, alors un petit élément de contexte. Donc, la FEDEN, c'est 500 adhérents, 60 000 salariés, à peu près 11 milliards de chiffre d'affaires par an. Ce qui est important à retenir, c'est que nous intervenons sur 60 à 70% du parc résidentiel et tertiaire en France, de différents moyens. Donc, quand on dit on gère des bâtiments, c'est-à-dire qu'on produit, on fait des travaux, on finance, on fait de la maintenance et de l'exploitation. Donc c'est un peu un tout en un, à l'instar de ce qui a été présenté tout à l'heure par le CIGEF, effectivement. Donc ça, c'est un peu une combinaison de l'ensemble des meilleures solutions adaptées aux cas et aux usages. Donc là, on prend un grand panier, il y a un certain nombre de solutions, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on met tout cela en musique. Donc 60 000 salariés qui œuvrent au quotidien. Voilà. Alors, on parle de chaleur au sein de la FEDEN, pas d'énergie primaire, mais d'énergie livrée, la chaleur. Et comme je disais tout à l'heure, on est agnostique, et pour cela, on intègre un certain nombre de principes qui sont évidents, mais les solutions, on voit, elles existent. Il faut trouver les bonnes solutions au bon moment et avec les bons usages. Donc pour ça, il faut agir rapidement. Alors ça, c'est évident, le triptyque sobriété, efficacité énergétique et chaleur décarbonée. Donc la sobriété, on peut aller jusqu'à 15% de consommation. Généralement, c'est lié au comportement. Et puis un petit peu au système dont on parlait, parce qu'il faut quand même piloter ces systèmes. Même chez soi, il faut savoir piloter son régulateur, sa température. Donc il y a beaucoup d'humains dans tout ça et de la technologie. Sur l'efficacité énergétique, donc jusqu'à 50%, et je vous le montrerai tout à l'heure, efficacité énergétique, on commence à parler d'investissements, mais qui sont souvent inférieurs à 100 € par mètre carré, donc ce sont les équipements. Et puis pour passer à la chaleur décarbonée, eh bien, on parle de sobriété, de travaux sur le bâtiment, d'une part, mais également sur les productions qui sont diverses, donc, où on parle au-delà du décret tertiaire, donc en la décarbonation liée aux baisses des consommations d'une part, mais la décarbonation liée aux moyens de production. Comme je disais, nous sommes agnostiques, donc avec toutes les sources d'énergie, le gaz, si possible vert, et donc il y a des gros enjeux sur ce qu'on vient de voir tout à l'heure, l'électricité, la biomasse, les réseaux de chaleur, à ne pas oublier, qui sont un vecteur important, la géothermie et le solaire. Et avec des solutions matures, quand je parle de solutions matures, c'est qu'il faut avoir la meilleure composition de solutions. Ça se fait lors de la première étape qui est l'audit énergétique, effectivement, à partir de référence zéro. Donc on parle de rénovation, d'isolation, on parle de digitalisation, de garantie de performance, récupération, production, distribution. Et tout ça, il faut le piloter, il faut manager l'énergie. Donc ça va être mon propos et c'est la réponse à votre question. Le CPE, le contrat de performance énergétique, pour nous, permet de structurer une trajectoire bas carbone, c'est-à-dire qu'on réfléchit avant, on construit, on réalise, on exploite, avec 3 choses qui sont importantes. Vous l'avez compris, un seul interlocuteur de A à Z, de la conception jusqu'à l'exploitation sur plusieurs années. Ça peut aller jusqu'à 20 ans, effectivement, en fonction des types de contrats.
Une chose qui est importante, parce qu'il faut être comptable de la performance, on a parlé d'aide, on parle de C2E, on parle d'un certain nombre de choses. Il y a un moment, il faut garantir cette performance. Pour garantir cette performance, il y a des systèmes qui existent, que l'on connaît bien dans le métier, effectivement, la garantie de performance. Et puis, une fois qu'on a garanti la performance, ce n'est pas parce qu'on a décarboné l'ensemble de nos consommations d'énergie qu'il faut consommer. Donc, il y a bien un sujet pérennité des résultats et éviter l'effet rebond. Donc, globalement, je cite souvent ces chiffres, mais aujourd'hui, 40% on obtient très facilement sur des CPE 40% d'économie, effectivement, et 44% donc de production d'émissions de CO2. Un petit clin d'œil sur les dispositions pour les bâtiments publics, notamment avec le nouveau décret sur le tiers financement qui, nous l'espérons, permettra d'aller plus loin. Aujourd'hui, l'ensemble des CPE sont plutôt sur la sobriété, l'efficacité, avec un petit peu moins de production bas carbone. À peu près 30% de nos contrats de performance énergétique génèrent donc de la chaleur décarbonée. Donc, il y a un petit mur d'investissement à franchir pour aller beaucoup plus loin et compléter ces solutions. Aujourd'hui, les CPE que vous réalisez, là, sur les exemples que vous donnez, c'est des CPE, pas que sur l'énergie, hein, y compris c'est sur le bâti, hein, c'est des investissements qui peuvent être faits sur les solutions énergétiques de production, mais aussi sur le bâti. Oui, sur l'ensemble, en fait, il y a plusieurs types de CPE. Il y a des CPE qui sont des CPE rénovation globale, effectivement, qui se font dans le cadre de groupements. Je parle de gros investissements au-delà de 20, 30 millions, 40 millions d'euros, effectivement, avec des constructeurs, avec des concepteurs, dans le cadre de groupements. À l'inverse, il y a des contrats de performance beaucoup plus petits, dans lesquels ça peut être simplement du service, de l'humain, un petit peu d'investissement. Donc, on peut commencer à 20 € par mètre carré d'investissement pour aller jusqu'à 500, 600 mètres carrés. 600 € par mètre carré d'investissement. Donc la palette est très large. Effectivement, c'est ce que je voulais mettre en avant. Donc, en tout cas, il y a une solution en fonction de où on part et des besoins patrimoniaux également. Voilà, mais qu'est-ce que l'engagement que va prendre pour les collectivités qui nous écoutent, qui voudraient mettre en place un CPE? Bon, on a compris qu'il y a différentes typologies. Bon, il faudrait étudier le bon CPE, mais qu'est-ce que ça impacte pour la collectivité de mettre en place un CPE au-delà de l'investissement qui pourrait être réalisé? Non, c'est même pas la collectivité qui fait l'investissement, mais il y a plusieurs cas de figure. Donc les collectivités territoriales connaissent bien ça. Ils ont des services tout à fait experts pour lancer des marchés globaux de performance. Effectivement, ça c'est très utilisé avec des travaux qui sont portés par la collectivité. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que dans certains cas, on pourra faire porter donc, les investissements qui seront, j'espère, un peu plus importants par un tiers financeur qui peut être privé par un seul opérateur ou par des institutionnels, je dirais, qui en ont la possibilité, effectivement. Voilà, donc différents types de CPE en fonction de ce que l'on veut atteindre comme performance. Et puis on parlait de la copropriété tout à l'heure, qui est un enjeu très fort. Il faut tenir compte de la structure financière de notre client et de ses capacités. En tout cas, c'est un levier supplémentaire que l'on a avec ce tiers financement. La condition, évidemment, c'est de connaître sa situation. Donc on peut parler d'audit énergétique, effectivement, qui est la première étape. Et justement, ce que l'on peut dire, c'est que le CPE embarque le décret tertiaire, pour le vocabulaire, embarque le décret BACS, parce que c'est la première étape. Et la première étape, c'est de se dire, je franchis la première marche de mon escalier, mais je sais où je veux aller, et à un rythme qui me convient parfaitement en fonction de ma situation et de mes possibilités d'investissement. Alors, j'ai choisi un exemple pour imager tout ça. Donc, c'est un exemple très significatif dont on a beaucoup parlé il y a quelques temps, où justement, il n'y a pas de rénovation globale. Je parle de bâti, effectivement, où ce sont uniquement des investissements sur les équipements techniques et sur l'humain. Donc, il s'agit du cœur défense, un contrat de performance énergétique pour un périmètre de 160 000 mètres carrés, où l'on parle de 5 millions d'euros d'investissement. Et sur ces investissements d'équipement et sur le management de l'énergie, on arrive aujourd'hui à 40% d'économie d'énergie, effectivement, et en lien avec les 40% de CO2, effectivement, sans avoir eu de recours significatif aux énergies renouvelables, à l'exception de la chaleur fatale et de la récupération sur des groupes froids notamment.
Avec un peu de photovoltaïque, je crois que c'est à peu près 28% de récupération dans ce que l'on a. Donc, un point important dans tout cela, on le disait, il y a de la technologie et il y a surtout des plans d'action très forts qui sont pilotés par une structure de management de l'énergie qui sont évidemment outillés avec de la GTB ad hoc, avec un pilotage au quotidien par toute une équipe d'experts, tout au long de l'année et au quotidien. Petite particularité aussi, c'est qu'on parlait d'hybridation, il y a une hybridation qui est assez intéressante, puisque le choix du maître d'ouvrage a été de compenser et de pourvoir au pic de consommation par le réseau de chaleur de la Défense, qui lui-même sera bientôt décarboné. Voilà, mais ça, c'est un ensemble, c'est colossal. Hein. C'est colossal. C'est combien de mètres carrés là, 160 000 mètres carrés, et sans compter les parkings et puis le centre de convention, enfin pas des congrès. Enfin, ouais, mais ça c'est un même ensemble immobilier, c'est le même propriétaire ça de ce groupement. Oui, effectivement. Donc ça, le client, c'est BNP Paribas, le Property Real Estate, effectivement. Donc c'est un ensemble unique, un site, effectivement, avec plusieurs zones, un IGH et puis un certain nombre de bâtiments qui sont accolés, hein, et puis l'ensemble. Donc ça, c'est très, très significatif et on voit qu'on peut arriver facilement à 40% avec de l'intelligence et des tas de petites solutions. Donc l'efficacité énergétique est le point d'orgue. Et puis surtout la gestion d'inoccupation, la gestion d'éclairage, la gestion de tout ce qu'on a vu précédemment. Donc ça, j'ai pris le plus gros évidemment, mais le sujet est identique pour des plus petits bâtiments tertiaires. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que pour nous, on parle de chaleur, le contrat de performance énergétique est un levier, effectivement, qui peut être destiné aussi aux sites ou aux maîtres d'ouvrage qui n'ont pas tout à fait l'expertise, avec la première étape qui est l'audit énergétique, et puis ensuite de passer des appels d'offres sous forme de concours, de dialogue compétitif, effectivement, pour trouver l'ensemble des solutions qui permettent d'atteindre les objectifs avec ou sans financement. Julien, merci pour cette présentation. Julien, pour rebondir, il n'y a pas que des grosses collectivités, il y a aussi des petites collectivités. Il y a des compétences, il y a des fois des collectivités qui ont des compétences pour mettre en place des nouvelles solutions énergétiques ou le décret tertiaire. Puis il y en a d'autres sur lesquelles c'est plus complexe parce qu'elles ont moins les compétences. Effectivement, à l'échelle du CIGEF, par exemple, sur les 189 communes, on a 40 communes qui représentent moins de 10 000 habitants, qui effectivement, dans leurs services, n'ont pas forcément les compétences pour pouvoir instruire ces sujets énergétiques qui sont quand même assez techniques. On l'a vu au cours de cette conférence. Dans ce cadre-là, on a différents accompagnements, notamment le conseil en énergie partagée qu'on réalise depuis un peu plus de 10 ans maintenant au CIGEF pour ces plus petites communes, et puis qui peuvent être accompagnés aussi par des services d'efficacité énergétique, quand même l'écosystème d'accompagnement des collectivités autour de bureaux d'études. Pardon, je vous coupe, le conseil en énergie partagée, là, vous financez des postes dans des... On a des collègues qui sont dans l'équipe du CIGEF qui réalisent effectivement cet accompagnement un peu en service interne à la collectivité, mais qui sont finalement mutualisés à l'échelle du syndicat. Donc le financement, effectivement, est réalisé par péréquation, en fait, avec l'ensemble des communes, les plus grosses des communes de nos membres finançant les plus petites. Et puis, effectivement, on fait quand même appel aussi à des prestations externes nécessaires. On a parlé tout à l'heure d'audit énergétique, mais il y a toute une palette d'outils de services d'efficacité énergétique. Les audits... voilà, c'est une des premières pierres, mais de plus en plus se réalisent des schémas directeurs d'investissement, donc des schémas directeurs immobiliers et énergétiques qui permettent d'avoir une vision à 360 degrés du patrimoine d'une même collectivité et qui permet de prioriser à l'échelle des engagements décrets éco-énergie tertiaire, de la vie du bâtiment, de la date de réalisation des chaufferies, de pouvoir essayer de segmenter, de se dire une collectivité n'a pas la capacité d'investissement de tout faire sur un plan d'action global, donc elle doit à la fois hiérarchiser en pensant d'abord sobriété, efficacité et puis ENR en dernier lieu, mais elle doit hiérarchiser aussi dans le choix de ces investissements à consentir. Oui. Effectivement, on ne peut pas tout faire en une fois, Eric. On est obligé de prioriser. Alors, il y a des outils, hein, j'imagine, pour ça. Oui, effectivement, c'est tout.
C'est tout à fait juste ce que vous dites. Hein. Effectivement, ce que l'on fait lorsqu'on a un sujet important, vous l'avez dit, on emploie aussi le terme à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on regarde l'ensemble des APE, des actions de performance énergétique que l'on peut faire, et on les étudie. Et puis en fonction, dans le dialogue avec notre maître d'ouvrage, effectivement, on en retient un certain nombre. Dans certains cas, on peut l'associer à la rénovation du patrimoine, qui était un enjeu, effectivement. Donc, pour le coup, ça vaut peut-être la peine d'aller un peu plus vers la rénovation. Dans certains cas, on ne le fera pas, en tout cas sur les premières années. Donc, c'est vraiment une liste à 360 degrés de l'ensemble des actions de performance énergétique que l'on peut faire. Et puis, on choisit celles qu'on priorise. On parle de merit order, effectivement, pour avoir à la fois l'atteinte des objectifs réglementaires et puis aussi le coût. Chez GRDF, je crois que vous avez aussi des outils comme ça qui permettent d'accompagner les copropriétés, pas les copropriétés, les collectivités pour faire des priorisations, non ? Non, pas vraiment. En fait, nous, on va pouvoir mettre à disposition de ce qu'on appelle des pré-études qui vont les aider à les orienter sur un choix qui peut être fait au niveau des systèmes énergétiques, mais ça ne prévaloit pas une réelle étude thermique réalisée par un bureau d'études. Ouais. C'est Acté là, qui fait ce travail-là. Ils n'ont pas une plateforme Acté, Madeleine, je ne sais pas qui connaît hein, ce sujet. Bon, on sort un peu de cadre complet de sujet. On est en plein dedans. Enfin, on est dans le sujet puisque c'est le décret économie tertiaire. Effectivement, Acté, programme national de certificat d'économie d'énergie, donc porté par la FNCCR, mais avec derrière les fournisseurs d'énergie qui sont les obligés, qui ont l'obligation selon l'État de réaliser des économies d'énergie. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a tout un panel d'accompagnement pour aider à la décision des collectivités pour moins consommer à l'échelle de leur patrimoine. Il y a différents axes. Il y a à la fois ce qu'on a appelé tout à l'heure le conseil en énergie partagée. Là, on se positionne en économe de flux. On va jusqu'à accompagner les collectivités pour l'ingénierie technique et financière. Donc, c'est des économes de flux qui sont aussi dans les équipes des différents syndicats d'énergie comme le nôtre. Et dans ce cadre-là, on a tout un accompagnement. On parlait d'outils tout à l'heure. Eh bien là, il y a des outils de suivi énergétique qui permettent à la fois de renseigner la plateforme opérate, mais aussi d'avoir un pilotage, ce qu'on appelait tout à l'heure la régulation, etc., de pouvoir anticiper les différents suivis énergétiques des patrimoines jusqu'à l'aide à la décision pour réaliser ces rénovations et inclure aussi dans le plan d'action ce dont on vient de parler autour des énergies renouvelables. Oui, parce que devant la masse de travail, de choses à faire, il faut avoir établir un premier travail de dire dans quelle direction je vais, puis après on peut aller dans le détail. Est-ce que chez Sonepar aussi, vous travaillez en direct avec les collectivités, avec les maîtres d'ouvrage, ou c'est toujours par l'intermédiaire de vos clients ? On est en dialogue avec eux, mais nous, c'est nos clients qui servent les collectivités locales. Si vous me permettez, il y a quelque chose qui me semble important aussi de mettre en exergue quand on fait le bilan initial des consommations, mais c'est aussi d'anticiper les changements d'usage du bâtiment. Donc c'est quelque chose qui est assez clair et bien mappé, mais il y a des changements d'usage qui sont non linéaires, qui sont anticipés. Et je pensais par exemple, tout à l'heure on parlait de véhicules électriques. Lorsqu'on va commencer à distribuer des infrastructures de ce type-là, on va changer complètement les puissances consommées dans nos bâtiments. Et donc, c'est important dans ces trajectoires d'anticiper ces changements d'usage, parce qu'on va commencer par mettre une borne, 2 bornes, les impacts vont être marginaux, mais dès que vous parliez de 2035 pour l'électrification complète des flottes, quand on aura des flottes complètes qui seront électrifiées, on aura des puissances à délivrer et des quantités d'énergie à délivrer qui seront faramineuses. Alors on peut imaginer que c'est complètement séparé du bâtiment, mais dans la réalité, les parkings, une grande partie des parkings sont intégrés dans les bâtiments. C'est juste pour illustrer le fait que du coup on va augmenter les consommations par ces changements d'usage, et ça c'est forcément des choses qu'il faut aussi prendre en compte dans la planification des travaux et dans l'interconnexion de tous ces postes de consommation, parce qu'en fait il y aura des enjeux de priorisation et d'arbitrage temporel entre les différents postes de consommation. Ouais. Il
y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est parce qu'on en a parlé ce matin d'ailleurs. Vous voyez, comme quoi la copropriété peut être moderne sur certains aspects. On a parlé d'hydrogène en termes d'énergie. Alors, on parle d'ENR. Je pensais il y a quelqu'un qui allait aborder l'hydrogène aujourd'hui, mais personne n'en parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut en dire un mot dans vos projets C'est un sujet principalement industriel, non? Oui. L'hydrogène à l'échelle des patrimoines communaux, alors il y a eu des expérimentations de pompes à chaleur hydrogène notamment, et des laboratoires de recherche liés aux grands énergéticiens qui travaillent sur la question. D'ailleurs, c'est notamment au Japon, il y a des pompes à chaleur qui sont réalisées liées à post-Fukushima notamment. Pour ce qui concerne l'hydrogène en territoire, effectivement, vous l'avez dit, le grand enjeu, c'est la décarbonation du secteur industriel. Pour ce qui concerne les collectivités, on est plutôt sur les mobilités hydrogène, et auquel cas, ça se confronte à un système, un panel de solutions différentes, aussi bien bio-GNV pour la mobilité lourde que mobilité électrique liée aux plus petits véhicules particuliers ou utilitaires. Mais en tout cas, c'est des choses qui s'instruisent. On a des projets, nous, côté CIGEF, de production d'énergie, d'hydrogène, qui est un vecteur énergétique, non pas une énergie renouvelable en tant que telle, et puis après de distribution jusqu'à la consommation pour des usages, et faire au bout du gaz de synthèse qui pourrait alimenter les réseaux gaz de distribution. Ok, voilà, donc au moins on en a parlé d'hydrogène. Vous voulez, Eric, vous voulez préciser un truc sur l'hydrogène? Non, après il faut voir le gain global, donc c'est intéressant dans son principe évidemment avec le stockage d'énergie. Après il faut voir comment on la fabrique. Oui, c'est ça, il faut la fabriquer. Je crois que c'est une molécule qui est toute... C'est de l'hydrogène. Donc c'est un proton, c'est tout petit, ça fuit. Bon, enfin, ça pose plein de problèmes, effectivement. Et donc c'est peut-être pas, on en parle beaucoup, mais c'est pas la solution, en tout cas pour le tertiaire aujourd'hui, ni pour la copropriété. Alors on arrive, on a fait à peu près le tour là, de ce sujet énergie. On arrive un peu au terme de cette conférence, mais pas complètement, puisqu'on a une petite surprise pour vous, cher public. Et donc je vais vous enjoindre de prendre vos téléphones portables, et même vous sur la scène, vous avez vos téléphones portables avec vous? Pour ceux qui en ont, hein, vous voyez, on reste dans le numérique. Alors on a construit un petit quiz pour vous, un caout. Alors d'habitude c'était des longues discussions entre nous dans l'équipe pour construire ce caout sur les questions, même quelques engueulades. Donc je me suis dit cette fois-ci je vais faire appel à l'intelligence artificielle, et on a donc fait appel, c'est pas une blague, hein, on a fait appel à ChatGPT, vous savez, d'OpenAI, et à Bard de Google, aux deux, en tout cas c'est les deux que je connaissais, pour lui dire, ben voilà, sur le sujet de la conférence qu'on a aujourd'hui, ENR, ben fais-moi 3 questions qui chacune ont 4 réponses possibles. Ça c'est pour dire le prompt, hein, que j'ai fait. Alors vous connaissez le prompt, c'est la requête que j'ai fait, qui chacune ont 4 réponses possibles, avec une qui est juste et 3 qui sont rigolotes. Alors on va voir si c'est vraiment rigolo. Et puis pour chacune, fournis-moi la photo. Donc je vais même demander de me fournir la photo, ce qui nous a évité quelques discussions en interne pour construire ce quiz. Moi j'ai été la petite main des robots. Là vous savez, les choses se sont opérées, puisque moi j'ai fait du copier-coller pour coller dans l'outil pour poser les questions. Donc c'est ce qu'on vous soumet là maintenant. Ça c'est les questions. Ça c'est la question que j'avais posée. Construis-moi 3 questions de 4 réponses chacune. Et on commence par un quiz. Quelle est la date limite pour la réduction de 40% de la consommation d'énergie d'ici 2030? Alors là, il y a un petit piège. 31 décembre 2023, 31 décembre 2040, 2030 ou 2060. Voilà, j'imagine que ça s'est joué un peu à la vitesse, là, hein, à mon avis. Voilà, vous avez répondu. La bonne réponse, c'était la deuxième, c'était 31 décembre 2050. Hein. On est d'accord? Je vois que vous faites tous la tête. Ah ben non, c'était pas la bonne? Ah ben alors, il y a une erreur, vous voyez, il s'est planté. Donc il ne m'a pas donné la bonne réponse. Donc,
Voilà. Bon, alors, c'est pas grave, mais enfin, en tout cas, ça donne un podium qui est faux, puisque tout le monde est à 0, parce que vous êtes trompés tous par rapport à la réponse de l'intelligence, qui n'était pas si intelligente que ça. Deuxième question. Alors, on continue. Un deuxième quiz. Réponse multiple. Alors là, il y a plusieurs réponses possibles. Quelle sanction peut être appliquée en cas de non-respect du décret tertiaire? Voilà, vous avez les réponses possibles. C'est écrit tellement petit, je suis loin. Voilà, c'est name and shame, des amendes financières, le PDG doit changer l'hymne énergétique chaque vendredi, obligation de travailler en chaussons pour économiser l'électricité. Voilà, donc il y avait 2 réponses possibles. Est-ce que là, c'est juste, François? Tiens, prenez le micro, François. Là, allez-y. Madeleine, prends le micro. Comme ça, sinon, on n'entend pas les paroles. Donc là, effectivement, bon. Il y avait 2 réponses possibles, qui étaient celles-là. Hein, c'est name and shame et des pénalités. Voilà. Oui, c'est ça. Hein. Donc, on va avoir maintenant des points. Là. Ah là, voilà. Ça donne quelque chose le score est monté. C'est Bats Alturan, François, Fidal. Qui est-ce qui est Bats Alturan? C'est quelqu'un qui est dans la salle? Non, c'est quelqu'un qui est à distance. On salue Thomas à distance. Ah. Ensuite, dernière question. Attention, là, tout va se jouer sur la dernière question. Donc, réponse multiple, il va falloir aller vite. Quelles sont les sources d'énergie renouvelables? 4 réponses possibles. Il y en a plusieurs. Hein. Le soleil, le vent, l'eau, le nucléaire. On vous laisse noter rapidement. Ah, il y a un petit piège, hein, je sais, là-dedans, parce que moi, je l'ai relu. Je n'avais pas vu qu'il s'était trompé sur la première, donc du coup, ça nous a mis. Voilà, 2, 1, 0. Voilà, il y avait le soleil, le vent, l'eau, et pas le nucléaire, parce que c'est pas renouvelable, hein, le nucléaire. Hein. On est d'accord? Attention pour le score. Donc là, c'est le podium, c'est décarboné, mais c'est pas renouvelable. Joe, 3e, bravo à Joe. 2, c'est Val. Et puis le premier, c'est Bat Alturan, qui est premier sur 3. Bravo Bat Alturan. D'ailleurs, j'y ai marqué 2 sur 3. Vous voyez, c'est le premier sur 3. Bat Alturan, c'est quelqu'un que vous connaissez? Il est chez vous, c'est ça? Non, j'avais pas compris. Ah, c'est Valérie. Je connais aussi un Alturan, c'est Valentine. Un bureau d'études qui s'appelle Alturan, donc je ne sais pas s'il y a un lien aussi avec ça. Donc c'est Valentine qui a gagné. On peut applaudir Valentine. Alors bravo Valentine pour avoir gagné ce caout. Merci à vous. Je crois qu'on a fait le tour de cette conférence. Merci. On se retrouve, Madeleine, l'année prochaine, en 2024. Oui. Voilà, on a 4 conférences qui sont prévues. Oui, tout à fait. On a des thématiques à peu près à finaliser, mais en tout cas, on va continuer effectivement l'année prochaine.